Je vais donner la parole tout de suite à Dan. Merci Gérard et merci de m'avoir invité. Je voudrais m'intéresser à la figure d'Emmanuel Lévinas pour illustrer la question des penseurs juifs de langue française. Alors j'ai d'abord pensé qu'il serait pertinent de dresser un état de la pensée de Lévinas au sujet de la France, car il y a un très grand nombre de textes, et qu'on connaît de mieux en mieux, sur la France même. Et se dégage de ces textes un amour éperdu de la France et de la langue française, dont vous savez que Lévinas avait une pratique absolument remarquable. Il parle un français à couper au couteau, avec un accent à couper au couteau, mais l'écrit est absolument sublime. Mais il faudrait évidemment se lancer dans ce travail qui serait très important, et je ne sache pas d'ailleurs qu'il ait été fait. Je me propose plutôt, dans le cadre de cette réflexion, de m'interroger sur le rapport entre le juif et le grec. Pourquoi ? Parce que de langue française, la langue française que nous parlons, c'est du latin et du grec. Et en vérité, un penseur juif de langue française, c'est un hébraïsant qui parle du grec. En sorte que je m'interrogerai sur le rapport entre l'hébreu et le grec dans la philosophie de Lévinas. Et pour ce faire, je voudrais tout simplement l'introduire en m'arrêtant sur cette question chaque fois qu'elle s'imposera. La pensée de Lévinas est une pensée extrêmement difficile, irréductible à mon avis à ses caricatures, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir en conclusion, en sorte que si je brosse un tableau de la pensée de Lévinas qui n'est pas trop faux, et que je donne à certains d'entre vous au moins l'occasion d'y aller chercher davantage, alors j'aurai rempli ma mission. Et pour ceux qui savent déjà ce que j'ai à dire, alors je leur présente d'avance mes excuses. Le titre un peu pompeux que j'ai donné à ma communication, Histoire et phénoménologie, en fait part de la thèse initiale que je voudrais soutenir, à savoir que la réflexion de Lévinas s'enracine dans la rencontre entre l'histoire, la petite et la grande, l'histoire des peuples et puis son histoire personnelle, d'une part, et d'autre part, la philosophie, c'est-à-dire certains problèmes que la philosophie, telle qu'il en hérite, laisse irrésolus. Et je voudrais confronter, au moins dans un premier temps, l'histoire à la question de la philosophie. Partons de l'histoire. Vous le savez, Lévinas naît en 1905. Il connaît donc les deux guerres. C'est évidemment la seconde qui sera plus déterminante pour lui, puisqu'il est fait prisonnier de guerre. Lévinas est français en 1939, ce qui fait qu'il est prisonnier de guerre dans des camps pour militaires français. Il travaillera abondamment dans ces camps. Il y a des bibliothèques. Et tous ces livres d'après-guerre naissent déjà en captivité entre 1939 et 1945. Il se fera une culture considérable. Toujours est-il qu'en France, sa femme et sa fille doivent se cacher. Il est très soucieux pour eux. On a la correspondance cryptée que Lévinas entretient avec sa femme et sa fille encore toute jeune. Et il perd sa famille, ses parents, en tout cas la plupart d'entre eux, dans la Shoah, en sorte que la Shoah devient pour lui un véritable traumatisme. Et ce traumatisme suggère à Lévinas deux questions. La première question est toute simple: qu'est-ce qui a rendu possible un tel massacre ? La destruction des peuples, et sous sa forme extrême, la Shoah, illustre de manière dramatique la tentation de déshumanisation qui menace toujours. D'où la question: comment en sommes-nous arrivés là ? La seconde question, qui est en vérité la réciproque de la première, est la suivante. Comment, alors, préserver l'humanité de l'homme ? Comment lui épargner d'être broyé ? Qu'est-ce qui peut maintenir, ou au moins garantir, l'humanité de l'homme ? Il est très clair que Lévinas a fait, en camp de travail, l'expérience de la résistance de l'homme à la déshumanisation toujours menaçante. Continuer de lire, d'écrire, de travailler, c'est toujours maintenir le lien avec la civilisation, c'est-à-dire tâcher de rester des hommes quand c'était impossible. Les deux questions sont l'avers et le revers finalement d'une même interrogation. Comment en vient-on à détruire l'homme
d'une part, et comment l'homme peut-il sauver en lui l'humanité. La question d'origine, c'est finalement, qu'est-ce que l'homme? Et c'est en quête d'une telle question que s'annoncera le travail de Lévinas. Et c'est là que cette question se fait, si je puis dire, philosophique. Car au moment où Lévinas hérite du problème, la philosophie n'a pas encore résolu cette difficile question. Je voudrais d'abord préciser le concept de philosophie dont dispose Lévinas. Le travail de Lévinas est fondamentalement influencé par un courant de philosophie qu'on appelle la phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est un mot grec pour dire une chose très simple. Il s'agit de tenir un discours, logos, sur les phénomènes, c'est-à-dire sur ce qui apparaît. Phénoménologie est un mot savant pour dire description de ce qui apparaît. Et en effet, si, après toutes sortes d'élucubrations plus ou moins contrôlables, et surtout incontrôlables, la philosophie veut en revenir à des certitudes, il faut qu'elle se contente de partir de descriptions sûres et potentiellement, du moins, universellement validables. Celui qui est à l'origine de ce mouvement, c'est Husserl, en Allemagne, et celui qui le prolonge, et qui aura sur Lévinas une influence considérable, c'est évidemment Heidegger. Son nom, malgré tout ce qu'on apprend, qu'on soupçonnait, mais qu'on découvre, dont on découvre la triste confirmation aujourd'hui, son nom ne peut tout de même pas être passé sous silence. Lévinas, quittant sa Lituanie natale, passe en Allemagne, il est élève de Husserl et de Heidegger. On a son exemplaire des traitant, annoté de sa main. On a les idéennes, un ouvrage très important de Husserl, dédicacé par Husserl à Lévinas. On l'a dans sa bibliothèque. C'est d'ailleurs extrêmement émouvant. Et c'est à partir de l'analyse que font Husserl et Heidegger que Lévinas dégage son propre concept de philosophie. Alors, quel est-il ce concept? Je dirais qu'il se caractérise par deux déterminations, et je vous dirais qu'il ne faut pas s'effrayer du nom que je vais leur donner. Première détermination, la philosophie est ontologie. Contre cette thèse, Lévinas va promouvoir l'éthique. Deuxième détermination, la philosophie fait triompher le moi qu'une certaine tradition philosophique appelle transcendantal. Là contre, Lévinas va rappeler que le moi est haïssable. Alors je vais revenir sur ces deux thèses pour éclairer ensuite le geste de Lévinas. Que veut-on dire quand on dit que la philosophie est ontologie? Là encore, c'est un mot grec, composé, savant, pour désigner une chose très simple, discours sur l'être. La philosophie, depuis Aristote, se demande ce que signifie le fait d'être. Ce que signifie que cette table soit, que ces feuilles soient, que je sois, n'est-ce pas? Et si on peut s'interroger sur l'être des choses ou l'être de l'homme, de manière à chaque fois identique, ou s'il faut pluraliser le discours sur l'être, etc. Toutes ces questions qui déterminent une interrogation ontologique. Or, cette question, nous dit Lévinas, pose un problème. Elle pose un problème parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne permet pas à un sujet, à un moi, à un je d'émerger. Pourquoi ne permet-elle pas à un moi ou à un je d'émerger? Songez que l'être, ce soit l'indifférencié, le fait tout simplement d'être. Eh bien, dans ce fait tout simplement d'être, comment pourrez-vous penser le fait que vous êtes, et vous pouvez dire « je suis », de manière absolument irréductible à toute autre chose, de manière, si je puis dire, détachée, comme une espèce de pointe, comme une saillie qui émergerait d'une nappe indifférenciée, neutre et indistincte. En sorte que finalement, Lévinas nous dit, la philosophie, quand elle est devenue ontologie, et elle l'est très tôt, en gros depuis Aristote, et même Heidegger qui dit qu'elle ne l'a pas été réellement, finalement reconduit les impasses de la philosophie antérieure, eh bien toute cette philosophie ne permet pas de penser la subjectivité, le fait qu'il y a un moi qui dit « je » et qui est absolument irréductible à toute autre chose. Premier point donc, la philosophie comme ontologie ne permet pas de penser celui qui dit « je », c'est-à-dire, et vous regagnez la question initiale, l'homme. Deuxième problème, cette question de l'être, cette question qui vise à se demander
qu'est-ce que signifie l'être? S'interroger, si vous voulez, sur ce qui nous entoure et ce que nous sommes n'est possible que s'il y a quelqu'un qui pose la question. Ce quelqu'un qui pose la question, c'est évidemment moi qui connais. Or, Lévinas a une analyse d'ailleurs très tôt, de les années 40, 44, 45, et il le dit explicitement dans des séminaires de 47. Lévinas a une analyse très intéressante du phénomène de la connaissance. Quand vous connaissez un objet, si je connais ce téléphone portable, eh bien finalement, c'est comme si le téléphone sortait de moi-même. Connaître, ce n'est jamais connaître l'altérité, c'est connaître complètement, en sorte que c'est reconduire quelque chose qui en apparence est extérieur à la sphère de mon pouvoir, de ma connaissance et de ma puissance. Toute connaissance, finalement, s'ordonne à un moi qui nie la réelle altérité. Ce qui signifie que, en définitive, il n'est certes pas gênant que les objets du monde, ce chevalet, cette table, etc., soient connus par moi puisqu'ils n'ont rien de véritablement extérieur. J'en use et j'en dispose à ma guise. Ce qui serait plus ennuyeux, c'est que l'altérité d'autrui soit elle-même contestée. Or évidemment, si je connais autrui comme je connais n'importe quel objet, autrui est une chose du monde, qui est à ma guise, qui est à ma disposition, qui appartient en quelque sorte à la sphère sur laquelle j'ai prise. Voilà comment la philosophie, en promouvant, au moins depuis Descartes, la figure d'une subjectivité toute puissante, vous savez, c'est le fameux cogito cartésien, qui dit qu'au fond, tout est pensable à partir du je. Eh bien, si tout est pensable à partir du je, de deux choses l'une, soit il n'y a plus d'autrui, soit vous rabattez autrui dans la sphère des objets, et vous avez alors tout pouvoir sur lui, ce qui signifie encore que vous le détruisez. Ce je tout-puissant, c'est ce que la tradition philosophique appelle, au moins depuis Kant, le sujet transcendantal. Et à partir de là, vous comprenez qu'il va falloir, critiquer l'ontologie pour rendre possible la percée d'un moi, quelqu'un qui dit « je », et d'autre part, critiquer le sujet transcendantal, c'est-à-dire un je qui s'arroge la puissance sur l'ensemble des étangs, des êtres ou des choses qui sont à sa disposition. Ni l'ontologie, comme question de l'être, ni le transcendantalisme, c'est-à-dire la promotion d'un sujet qui gouverne ce qu'il connaît, ne permettent de penser réellement la question d'autrui, ne permettent de faire droit à autrui comme véritablement autre. Et ce dont hérite Lévinas, c'est une question monumentale. La philosophie n'aurait-elle pas raté complètement la question d'autrui? Et de fait, c'est le cas. En rigueur de termes, si on analyse les textes de Descartes, on s'aperçoit que autrui n'est pas tout à fait présent, et du moins, quand il est présent, Descartes ne sait pas trop quoi en faire. Husserl ne cesse de se débrouiller avec cette question en proposant une solution qui n'est pas une solution. Quant à Heidegger qui pense toujours faire mieux que les autres, en définitive, il reconduit les impasses de ses prédécesseurs. En sorte que vous voyez parfaitement la logique. L'histoire nous offre une réduction totale de l'homme à de la chair à canon, à du bétail. L'histoire, c'est d'abord l'histoire des génocides et l'histoire de la mort. Et d'autre part, une philosophie qui est incapable de penser la subjectivité, qui est incapable de penser le rapport authentique à autrui. Évidemment qu'il y a ici une extrême coordination des deux questions. Et c'est d'un même mouvement qu'on résoudra la question que l'histoire nous pose, parce que l'histoire nous interpelle, et qu'on s'intéressera aux apories, c'est-à-dire aux difficultés majeures laissées irrésolues par la tradition philosophique. En sorte que, si la philosophie jusqu'à présent c'est véritablement la dimension du grec, la pensée lévinassienne s'inaugure par une critique radicale du grec, c'est-à-dire de l'élément grec dans notre pensée. Il y a quelque chose que les Grecs, pour l'instant du moins, n'ont pas su penser, c'est une subjectivité qui est capable de s'intéresser à autrui, c'est-à-dire de penser véritablement le phénomène d'autrui, non pas comme quelque chose qui soit à disposition et dont je puisse user à ma guise, mais comme véritablement autre, ce que l'on appelle techniquement, et de manière encore jargonnante, mais on peut vider le jargon de toute sa pompe, la transcendance. Philosophiquement, ce que l'on appelle la transcendance,
ça signifie tout simplement la séparation. Or, si autrui est transcendant, ça veut dire qu'il est complètement séparé. Ce chevalet n'est pas séparé, ce téléphone n'est pas séparé. J'ai prise sur eux. Ce que je veux penser quand je pense l'altérité d'autrui, c'est sa séparation, c'est-à-dire, toujours, sa transcendance. C'est ici qu'intervient, et c'est le deuxième moment de mon exposé, l'élément juif, c'est-à-dire d'abord l'élément biblique. Comment Lévinas introduit-il l'élément juif? Il en reste, évidemment en cela, héritier dans une certaine mesure du courant philosophique auquel il appartient, c'est-à-dire la phénoménologie, c'est-à-dire le souci des descriptions, il en reste à la pure et simple description. Que se passe-t-il quand autrui m'apparaît? Et alors là, apparaît un concept que j'entends siffloter à droite à gauche, le concept de visage. Je voudrais préciser un certain nombre de choses sur ce concept de visage. Vous voyez, quand je considère ce téléphone, qui est à ma portée, qui est dans l'horizon du moi, c'est-à-dire de moi, l'horizon des choses à disposition, le regard va de moi à l'objet. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai prise sur le monde, parce que c'est ce regard qui est, si je puis dire, centrifuge, il part de moi et se dirige vers les étangs du monde. Si je veux penser une transcendance complète, un autre qui soit radicalement autre, il faut que l'autre m'apparaisse, qu'il soit dans mon horizon, sans être pourtant dans mon horizon à partir du regard que je lui porte. Et là, nous sommes dans une difficulté majeure. C'est-à-dire qu'il faut un apparaître d'autrui quand même, sans pourtant que cet apparaître reconduise un regard qui va de moi à l'autre. Eh bien, le visage, c'est le nom donné par Lévinas à ce paradoxe. Le visage n'est donc pas, en quelque sorte, j'y reviendrai, le nom d'une solution, mais c'est peut-être le nom d'un problème. C'est le nom que Lévinas donne à ce qui, tout en étant hors de ma prise, doit quand même affleurer dans l'horizon de ma prise. Sinon, il me resterait définitivement inconnu et il n'y aurait pas pour moi d'altérité. Voilà pourquoi Lévinas fabrique, enfin si je puis dire, élabore ce concept de visage, dont vous comprenez au moins plusieurs choses que je vais rappeler. Le visage n'est donc pas une portion de corps. Le visage, c'est pas une figure, c'est pas ma peau. Le visage, c'est l'apparaître d'autrui. Ça peut être tout simplement un bruit que j'entends, une présence furtive. Vous entrez dans une pièce et vous savez qu'il y a quelqu'un, vous ne l'avez pas vu, mais il est là. Ça, c'est déjà le visage. Donc, gardons-nous d'un rapport esthétique au visage, ou pictural au visage, comme si le visage, c'était d'abord un cerne et des traits. Bon. Deuxième point, le visage me regarde. Ce n'est pas moi qui le regarde. Vous comprenez bien qu'ici, la direction du regard est totalement inversée. Troisième point, si le visage me regarde, il me dit quelque chose, il m'ordonne quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'ordonne? Et c'est là que la description est formidable. Il m'ordonne de prendre soin de lui. Alors là, nous nageons en plein paradoxe. Le visage me regarde et il me commande. Vous comprenez que si le visage me commande, c'est qu'il m'est dans une certaine mesure supérieure. Il a le pouvoir de me commander. Mais s'il me commande de prendre soin de lui, c'est qu'en même temps, il est infiniment fragile. Et le visage est dans cette position, l'altérité est vis-à-vis de moi dans cette position, éminemment paradoxale, du maximum de commandement, c'est-à-dire le maximum d'ordre, dans le maximum d'impuissance, dans le maximum de fragilité. Ce paradoxe n'est qu'apparent dans une certaine mesure. Vous avez fait l'expérience du nourrisson, et vous savez très bien que le nourrisson, c'est celui qui est dans une position infiniment plus haute que la vôtre. Le nourrisson vous commande, il appelle, et tout à fait cessante, vous accourez. En fait, vous lui obéissez, mais vous n'obéissez pas à sa force, vous obéissez à sa faiblesse. Et c'est sa faiblesse qui fait sa puissance. Et dans une certaine mesure, ce paradoxe est précisément celui du visage. Dernière conséquence, qu'est-ce que je suis moi du coup? Comment apparais-je comme une subjectivité? À partir de quel moment je peux dire je? Eh bien à partir du moment où je suis appelé, à partir du moment où le visage m'ordonne. Je ne suis que d'entendre l'appel.
C'est ça que Lévinas appelle la responsabilité. La responsabilité, ça ne consiste pas à prendre ses responsabilités, ça consiste à écouter l'appel. Ça veut dire que je ne prends jamais mes responsabilités, mais bien plutôt que c'est la responsabilité qui me prend. Et là encore, la maîtrise est inversée. Ce n'est plus moi qui maîtrise, c'est que je suis d'entendre l'appel et ensuite, en quelque sorte, je me détermine par rapport à cet appel que j'entends. Mais je suis en situation de réception, je me reçois d'entendre. Et alors vous comprenez d'où naît maintenant la subjectivité éthique. C'est d'un même mouvement que je suis un je et que je suis responsable pour autrui. Le mot français conscience a deux sens. Quand on parle de la conscience, on veut dire être un je, être un moi. Mais conscience signifie aussi conscience morale. N'est-ce pas? Ne pas être en contradiction avec sa conscience. La conscience, c'est en soi l'exigence morale. Lévinas permet de rendre raison de ces deux sens. Ma conscience, le fait d'être un moi, c'est d'être une conscience morale, c'est-à-dire d'être une subjectivité éthique. Voilà ce que la pensée philosophique, alors Lévinas dira souvent, surtout à la fin, de manière peut-être regrettable, occidentale. Voilà ce que la philosophie occidentale n'aura pas su voir, à savoir que la subjectivité est en son fond éthique. Qu'est-ce qu'il a vu, cette subjectivité éthique? Si la philosophie occidentale ne l'a pas vue, c'est évidemment la Bible qui l'a vue. C'est le message biblique qui est parfaitement en accord et qui anticipe en quelque sorte les résultats de la description phénoménologique de Lévinas. À plusieurs titres. Et j'en indique seulement quelques-uns. Et je voudrais, en un sens, que cette communication soit volontairement schématique pour donner des pistes et des lignes. Premier aspect, la Bible, c'est d'abord le soin de la veuve et de l'orphelin. C'est le souci pour autrui. Or, vous chercherez bien dans toute la philosophie occidentale, vous ne trouverez pas cet appel en faveur de la veuve et de l'orphelin. Alors finalement, Lévinas, de temps en temps, et c'est la difficulté de son rapport à l'histoire de la philosophie, raffine. On peut trouver, parfois chez Spinoza, peut-être chez Descartes, etc., cet appel de la veuve et de l'orphelin. Il n'empêche que c'est initialement et fondamentalement le message biblique. Il faut donc que la philosophie soit accueillante de la dimension biblique et qu'elle écoute cette antique parole qui est la parole des prophètes et qu'elle n'avait pas su entendre jusqu'à Heidegger compris, quoi qu'on essaie parfois de dire. Deuxième point, Lévinas, quand il fait les descriptions qu'il propose, traduit très souvent ces concepts philosophiques dans un lexique théologique et précisément d'une théologie juive. Je vais vous en donner quelques exemples. J'ai dit tout à l'heure que autrui était infiniment séparé, sinon il n'est pas autrui. Comment dit-on la séparation? Kedusha, sainteté. En sorte que penser le rapport authentique à l'altérité, c'est-à-dire à autrui, véritablement séparé, c'est penser la Kedusha, c'est-à-dire penser la sainteté. La pensée de Lévinas est une pensée de la religion bien comprise, qui vise à montrer que toute éthique bien comprise est finalement une pensée de la religion bien comprise. Religion signifiant rapport à autrui, qui maintiennent pourtant cet écart infranchissable, cette séparation. Toute éthique est une méditation de la sainteté. Alors, d'un autre côté, on pourra ajouter par exemple un autre concept. Quand je dis tout à l'heure, la responsabilité me prend, c'est pas moi qui la prends, parce que si c'est moi qui la prends, ça signifie que je suis encore en position de toute puissance, alors que comme autrui m'ordonne de prendre soin de lui, c'est la responsabilité qui me prend, mais quand elle me prend, et en un sens, Jean Kelevitch l'indiquait aussi, quand elle me prend, je n'ai pas le choix de dire « j'ai pas entendu ». C'est exactement le cas des prophètes. Ils ne peuvent pas dire « j'ai pas entendu l'appel ». Ils ont beau fuir, on les pourchasse. Autrement dit, ils entendent toujours. Le prophète n'a rien demandé, ça lui tombe dessus, et il n'est que de se déterminer par rapport à un appel. Il est donc l'élu. Il est élu
parce que ce n'est pas lui qui vote. Or, l'élection, c'est précisément cela. Et n'est-ce pas un concept encore de la pensée biblique? J'ajouterai que quand je prends soin d'autrui, que suis-je pour lui? Sinon finalement celui qui est le consolateur. Et Menachem, n'est-ce pas, nous dit Lévinas dans une leçon talmudique, l'un des noms du Messie, du Mashiach. Tout homme est Messie pour autrui. Et vous voyez comment les concepts émanant de la théologie juive trouvent un investissement philosophique, phénoménologique, qui leur donne un soubassement philosophique de nature à être universalisé. Le concept d'élection, le concept de messianisme, les concepts, je pourrais dire aussi d'athéisme, j'en reparlerai peut-être dans un instant, tous ces concepts-là, qui sont des concepts de la pensée juive, trouvent un fondement véritablement philosophique. Alors je voudrais juste dire un mot, avant de passer à ma troisième partie et de conclure, de ce concept d'athéisme. Lévinas a des réflexions extrêmement profondes sur le concept d'athéisme. L'athéisme, c'est le corrélat de la séparation radicale d'avec ce qui est transcendant. Et en effet, je peux nier Dieu. Je peux le faire. Ce qui veut dire que, comme condition de cette négation, de cette manière de dire à Dieu qu'il n'existe pas, il y a une position initialement athée. Je suis fondamentalement séparé de Dieu. Ce qui d'ailleurs rend possible la reconnaissance comme la négation. Mais l'athéisme est une position ontologique qui finalement signifie que je suis séparé de Dieu parce que Dieu n'est pas dans le monde. Dieu n'est pas dans ce téléphone, Dieu n'est pas immanent au monde. Il en est séparé. Lévinas dit Dieu est transcendant jusqu'à l'absence. Ce qui ne signifie pas, prenons-y garde, qu'il soit absent, mais qu'il est transcendant jusqu'à l'absence. C'est ici l'indication d'une limite. Or, qu'exerçons-nous quand nous étudions, par exemple, le Talmud, ou même la Bible? Songeons que Lévinas, en effet, faisait ses leçons talmudiques ou ses cours sur Rachi. Eh bien, nous nous plaçons en face de Dieu dans un rapport d'adulte. C'est-à-dire dans un rapport où nous ne sommes pas écrasés par la puissance divine. Cet écrasement, ce serait en une sorte de dimension païenne, dionysiaque, que Lévinas appelle sacrée. Or, si Lévinas veut quitter cette dimension païenne et dionysiaque, il faut désinvestir le sacré pour aller vers la séparation, c'est-à-dire la sainteté. Et vous comprenez qu'un recueil d'études talmudiques s'appelle « Du sacré au saint ». Quittons l'écrasement païen par un Dieu tout-puissant qui nous tombe dessus et favorisons un rapport adulte à un Dieu dont nous sommes séparés, mais dont la séparation rend possible la reconnaissance, aussi bien que la négation. Et voilà comment un certain judaïsme d'inspiration lituanienne, c'est-à-dire adulte, talmudiste, un judaïsme des Lumières aussi, un judaïsme de la majorité, comme il disait, se faisant ici l'héritier de l'Aufklärung, est possible. J'en viens à mon troisième moment, qui sera plus bref. Premier moment, c'était la critique de la dimension du grec, ce que la philosophie n'a pas su penser. Deuxième moment, ce que la phénoménologie, la description de l'apparition d'autrui lui permet de penser, le visage, et la manière dont la philosophie peut se faire accueillante de la dimension biblique. Seulement voilà, si le visage vous invite à tout donner à autrui, à vous dépouiller complètement pour l'autre, vous risquez l'injustice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et Lévinas le voit d'ailleurs très tôt. Si vous donnez tout à autrui, vous dépouillez l'autre autrui, le troisième homme, ce que Lévinas appelle le tiers, vous dépouillez le quatrième et le cinquième. Autrement dit, l'excès de générosité envers autrui, l'obéissance radicale à la responsabilité à laquelle il m'invite, risque de transformer cette générosité infinie en injustice. Et c'est une pensée ici qui est extrêmement forte et extrêmement exigeante. L'amour infini. Il s'était à la fin résolu à parler de charité. Doit-on s'en réjouir? J'en doute. Mais la charité infinie, l'amour infini, la générosité infinie peut se retourner contre elle-même et devenir injuste si elle ne se limite pas. C'est-à-dire que si je donne tout à celui qui est en face de moi, je lèse tous les autres. Et par excès d'amour, je deviens injuste.
en sorte qu'une une générosité bien comprise est une générosité qui doit s'auto-limiter, qui doit intégrer en elle la dimension de justice qui viendrait tempérer l'amour. Cette dimension de justice, Lévinas la qualifie de grecque. Pourquoi? Parce qu'il associe le grec, l'hellénisme en général, à la mesure, au calcul, à la pondération, à un certain rapport esthétique, oui, on pourrait dire d'une façon générale, à la mesure, à la balance. Ce qui fait que quand le juif, c'est-à-dire la générosité infinie, ne veut pas se trahir lui-même, il est obligé d'intégrer en soi la mesure qui est grecque. Et voilà comment, en dernière instance, le juif doit se faire hospitalier du grec pour ne pas se trahir soi-même. C'est-à-dire qu'une générosité infinie deviendrait finalement injuste. Il faut donc pousser le juif dans ses retranchements, il faut pousser l'hébraïsme dans ses retranchements, jusqu'au point où, nécessairement, s'il ne veut pas se trahir lui-même, il devienne grec. Et le grec n'est donc plus à ce moment-là l'autre du juif, mais ce qui, vivace au sein du juif, maintient possible la générosité qui était et qui est fondamentalement une dimension juive. Alors je conclus maintenant sur trois points brièvement. Un point très simple. Vous comprenez comment, en quelque sorte, la traduction de la pensée biblique en description phénoménologique, l'espèce de migration des concepts du champ biblique, talmudique, à la philosophie, la traduction du grec à l'hébreu, de l'hébreu au grec, a, si je puis dire, désappointé beaucoup de gens. Et Lévinas a fait l'objet d'une critique extrêmement sévère. Il aurait, dit-on, théologisé la philosophie. Et c'est une critique qui a été très importante et auquel on a sans doute fini de répondre, mais qui a nourri 30 ans de polémique, le fameux tournant théologique de la phénoménologie française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la pensée de Lévinas, vous le comprenez, est une pensée dynamique. Je l'ai exposé dynamiquement, là où le critique du grec devient appel du juif, là où le juif poussé à ses extrémités appelle à nouveau le grec. Il faut voir les choses de manière dynamique et non pas se donner un Lévinas systématique, dans lequel finalement on trouverait tout. On trouverait l'athéisme, c'est-à-dire la séparation, on trouverait la transcendance, on trouverait le Talmud, on trouverait la Kedusha, on trouverait certaines notions chrétiennes. Ce qui ferait de la pensée de Lévinas, pardonnez-moi de le dire comme ça, une auberge espagnole où chacun trouve ce qu'il veut. Et c'est peut-être dans cette dimension un petit peu composite de sa pensée, mais qui procède en son fond d'une unité fondamentale, c'est peut-être donc dans cette dimension composite que réside en quelque sorte la raison du quiproquo majeur qui a fait se réunir autour de la personne de Lévinas des individus aux intérêts et même aux passions tout à fait différentes, voire totalement opposées. Les plus religieux, les plus athées, les plus sionistes et les plus antisionistes, les plus laïcs, les plus religieux, se sont retrouvés autour de Lévinas, chacun en quelque sorte y piochant ce qu'il voulait, en sorte que beaucoup de travaux, beaucoup de, disons, d'accords ou d'unanimité sur Lévinas ne sont en vérité que des quiproquos. Et ma troisième conclusion est une question que je vous laisse. Lévinas appelle juif, qualifie de juive la dimension de générosité infinie, d'amour infini. Il appelle grec la mesure et la justice. Alors, il me vient tout de même un doute. La justice infinie, la mesure, il me semble que ça aurait été plus fondamentalement une dimension juive. D'ouvrir un tribunal dans chaque ville. La mesure, la halakha, est quand même une réflexion sur la mesure. Le judaïsme est en revanche beaucoup plus critique et beaucoup plus suspicieux, à l'égard de l'amour infini et du don infini, que pourtant Lévinas qualifie de juif et qui m'eût semblé plutôt relever de la pensée chrétienne. En sorte que Lévinas aurait peut-être décalé. Il a appelé juif ce que d'autres appellent chrétien, il appelle grec ce que d'autres appellent juif. Ce qui reste innommé dans cette configuration, c'est tout de même
le christianisme, qui est en un sens un point aveugle et éminemment polémique de cette pensée. Je vous remercie. Écoutez chacun des orateurs avec leur richesse, et vous l'avez entendu, cette relève de Julia et de Dan, vous voyez que nous pourrons partir tranquilles. Il y aura des gens pour tenir le flambeau et passer le témoin et prendre le témoin.